L'ancien archevêque de Jérusalem, Monseigneur Cappucci, ami des Syriens, rend visite à la prison de la Santé à Georges Ibrahim Abdallah. À Damas, le ministre de la Coopération, Michel Aurillac, rencontre le vice-président syrien. Dans l'enquête de police sur les attentats, la piste Émile Abdallah, confirmée par un témoin à l'aéroport d'Orly. Le Premier ministre Jacques Chirac, cet après-midi devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, M. Chirac critique la complicité de certains États et dénonce le terrorisme, guerre sans frontières. Avant de signer ou non les ordonnances du redécoupage électoral, le chef de l'État se réserve un temps minimum raisonnable de réflexion. Nous sommes le mercredi 24 septembre 1986. Cela fait 551 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 490 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 200 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, et 140 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. 3 informations aujourd'hui sont venues nourrir le dossier sur l'enquête après les attentats commis à Paris. 1. Le ministre de la Coopération, Michel Aurillac, à la demande du Premier ministre, s'est rendu à Damas pour rencontrer le vice-président syrien. C'est l'aspect diplomatique. 2. Une employée de l'aéroport d'Orly affirme avoir reconnu parmi les passagers du vol Paris-Vienne du soir de l'attentat de la rue de Rennes, Émile Abdallah. C'est l'aspect policier. 3. Et puis Hervé Brusini, au cours d'Antenne de Midi, révélait que l'ancien archevêque de Jérusalem, Monseigneur Cappucci, avait rencontré lundi après-midi à la prison de la Santé Georges Ibrahim Abdallah, le chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises. Il faut ajouter que Monseigneur Cappucci est un ami du régime syrien. Alors explication, commentaire avec Hervé Brusini et Daniel Lecomte. La rencontre, lundi dernier, prison de la Santé, une soutane d'archevêque devant la porte d'entrée. Monseigneur Hilarion Cappucci va rendre visite à l'un des 3 détenus regroupés dans le même établissement, Georges Ibrahim Abdallah, le chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises, ici photographié à la sortie de sa cellule. La rencontre a duré près d'1 heure. Elle s'est faite à la demande de Monseigneur Cappucci, qui avait rencontré auparavant et à plusieurs reprises Robert Pandreau, le ministre chargé de la sécurité publique. Contenu des conversations, Cappucci, Abdallah, un éventuel appel aux poseurs de bombes pour qu'ils arrêtent la vague d'attentats. Refus de Georges Ibrahim Abdallah, qui aurait déclaré, je cite, « Un tel appel constituerait un aveu de mon implication dans ces actes ». Georges Ibrahim Abdallah se serait déclaré pourtant très ému par la visite de Monseigneur Cappucci. Mais alors, qui est donc cet archevêque grec catholique de Jérusalem? Une affaire, une seule mais de taille, va faire connaître Monseigneur Cappucci du grand public. 1974, les Israéliens connaissent les sympathies du prélat pour la cause palestinienne. Ils découvrent chez lui, à Jérusalem, des armes et des explosifs. Terroriste pour l'Occident, il est salué comme un héros dans le monde arabe. Roland Dumas est son avocat, 12 ans de prison, Israël le libère au bout de 39 mois. Une éclipse de 5 années, et Monseigneur Cappucci va réapparaître. Membre de l'OLP, grand ami du président syrien Hafez el-Assad et de l'ayatollah Khomeini, il va être de toutes les négociations difficiles. À Téhéran d'abord, il prend une part active aux tractations qui aboutissent à la libération des otages américains. Dans l'affaire Gilles Pérolle ensuite, il participe semble-t-il aux pourparlers qui permettent de rendre sa liberté au conseiller culturel français enlevé à Tripoli. C'est donc un interlocuteur privilégié qui débarque à Paris vendredi dernier. Premier contact et premier conseil aux Français, c'était samedi, envoyez un de vos représentants en Syrie. Coïncidence donc? Sans doute pas. Michel Aurillac, ministre de la Coopération, s'est envolé aujourd'hui pour Damas. Il y a rencontré le numéro 2 syrien, M. Khadam. À Damas, aujourd'hui aussi, le numéro 2, cette fois-ci du FLN, M. Messadia, qui, tout comme Monseigneur Cappucci, a joué un rôle actif dans la libération de Gilles Pérolle. Une visite à rapprocher de celle effectuée récemment à Alger par messieurs Chirac, Pandreau, ainsi que par un haut fonctionnaire de la DST. L'Algérie serait donc une plaque tournante dans cette affaire. Le fil de la négociation est peut-être renoué, mais où en est donc l'enquête sur les attentats à Paris? L'enquête explore jusqu'au bout la piste Abdallah, à Orly-Sud, un nouveau témoignage, celui d'une hôtesse de l'aéroport. Émile Abdallah aurait été vu à l'embarquement d'un avion à 20h50, le jour même de l'attentat de la rue de Rennes. Première destination, Vienne, arrivée 22h40. Puis Larnaca, arrivée 3h35, heure locale.
Et enfin, Tripoli peut être par vedette rapide, un scénario qui suppose des moyens exceptionnels et beaucoup de chance. Dernier point, cette photo. Les policiers ne sont pas certains qu'elle représente réellement Émile Abdallah. La brigade criminelle a interpellé ce matin 5 personnes de nationalité française, toujours dans l'enquête sur des personnes susceptibles d'avoir apporté assistance à ces terroristes. Ces 5 personnes, leur prolongation de garde à vue était décidée par le juge d'instruction. 3 Iraniens ont été écroués sous l'inculpation d'infraction à la législation sur les explosifs, et ce à la suite de la découverte d'une cache d'armes dans le département de la Marne. Et puis en fin de matinée, après le Conseil des ministres, le président Mitterrand s'est rendu au centre opérationnel des pompiers de Paris ainsi qu'au quartier général du SAMU, le service d'aide médicale urgente. Cet après-midi, heure française, le Premier ministre Jacques Chirac intervenait devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. M. Chirac a très fermement dénoncé la lèpre du terrorisme, guerre sans frontières. Le chef du gouvernement français a également critiqué la complicité d'États qui ferment les yeux sur ces activités. À New York pour Antenne 2, Jean-Claude Paris. Jacques Chirac est arrivé à New York protégé par des mesures de sécurité renforcées, par exemple à bord d'une limousine blindée. Après un passage à son hôtel, il rejoint à pied les Nations Unies, escorté par un nombre impressionnant de gardes du corps. Le Premier ministre français a profité de cette tribune internationale pour dénoncer ce qu'il appelle la lèpre du terrorisme, refusant de confondre terrorisme et résistance, expliquant la vague de terrorisme par la persistance de certains conflits, mais y trouvant bien d'autres raisons. La montée de l'intolérance et du fanatisme, la complicité d'États qui acceptent de fermer les yeux sur les activités d'organisations terroristes ou n'hésitent pas à les utiliser à leur profit quand ils ne les encouragent pas. L'action déterminée qui s'impose serait facilitée si tous les États se conformaient effectivement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des conventions auxquels ils ont souscrit. Jacques Chirac a donc rendu des États étrangers responsables du terrorisme, mais sans aller jusqu'à les nommer. Deuxième avertissement dans ce discours, la situation de la force internationale et des soldats français au sud Liban. Aux côtés des autres contingents nationaux de la FINUL, les soldats français ont trop souvent payé de leur vie une mission de paix. Mais la situation est devenue tout dernièrement intolérable. Les sacrifices que nous avons consentis jusqu'ici nous donnent le droit d'exiger que chacun prenne ses responsabilités et que les moyens mis à la disposition de la force correspondent à la mission qui lui est donnée. Dans son discours, Jacques Chirac n'a pas dit que la France allait quitter le sud Liban, mais il a bien dit qu'il n'était pas question que le contingent français reste dans la situation où il se trouvait. Le Premier ministre a voulu montrer que le Liban était le problème de tous, pas seulement de la France, mettant ainsi chacun devant ses responsabilités et prenant date pour l'avenir. Il y a peut-être un 8e otage français au Liban. L'organisation révolutionnaire de justice a en effet revendiqué l'enlèvement d'un citoyen français du nom de Marcel Caudry. Cette revendication s'accompagne d'un texte reprochant au gouvernement français de ne pas tenir ses promesses. Mais sur cet enlèvement, il y a des incertitudes. L'organisation de la justice révolutionnaire revendique l'enlèvement d'un Américain disparu le 12 septembre et d'un homme dont la photo a été jointe au communiqué, envoyé au journal Al-Nahar de Beyrouth. Il s'agirait, selon les ravisseurs, d'un Français, Marcel Caudry, inconnu à l'ambassade de France au Liban. Cet homme aurait été enlevé dans la partie est de Beyrouth. Aucune date d'enlèvement n'a été précisée. On sait cependant à l'ambassade qu'un homme, Marcel Kadari, presque un homonyme, a disparu de son domicile à l'Est en février dernier. Ce pourrait être le même homme. Les ravisseurs prétendent que l'otage est français, membre de la lutte antiterroriste. Ils ajoutent qu'ils n'ont aucun lien avec les organisations qui commettent les attentats dans la capitale française. Cependant, écrivent-ils, si nous sommes acculés, le prix à payer sera très élevé. Pour le moment, nous souhaitons encore arriver à un accord. Cette même organisation, l'OJR, avait revendiqué l'enlèvement de l'équipe d'Antenne 2. Au Conseil des ministres, ce matin, le président de la République a indiqué qu'il prendrait le minimum de temps raisonnable pour faire part de sa décision sur les ordonnances de découpage électoral. Madame Gendreau Massalou, qui est le porte-parole de l'Élysée, a indiqué que le chef de l'État estimait qu'il n'était pas sage de réveiller cette controverse alors que les Français doivent se rassembler.
Puis d'autre part, le porte-parole du gouvernement, M. Alain Juppé, a rappelé que si l'ordonnance n'était pas signée, le Parlement aurait le dernier mot. Nous attendons le terme de cette réflexion avec beaucoup de sérénité, a dit M. Juppé. Il reste un seul département pour lequel le Conseil d'État avait émis un avis défavorable sur tous ceux qui lui furent soumis, le Val-de-Marne. La commission des sages avait également élevé des objections à propos de ce département. Enquête Olivier Lerner, André Issora. L'herbe verte et bien grasse qui pousse dans le Val-de-Marne supporte difficilement ce bruit de fond à répétition. Pourtant, un nouveau coup de ciseau est porté sur Créteil. 80 000 habitants, désormais coupés en deux. La ville a besoin de forger son identité, disent les socialistes. Et l'élection d'un nouveau député à droite est pratiquement assurée. Le problème de ce découpage, c'est qu'il coupe la ville de Créteil en deux. Le canton nord de la ville et le canton ouest, c'est qui comprend la ville nouvelle, la première tranche de la ville nouvelle, est rattaché à la commune de Saint-Maur et de Bonneuil. Et le canton sud, qui est derrière nous, qui est le quartier en voie de développement, est rattaché aux communes de Choisy, Orly, Villeneuve-le-Roi, jusqu'à Ablon. Coup de ciseau sur Champigny. Protestation du maire communiste, soutenu par une partie de la population, respecter la personnalité de notre commune, entend-on ici à la mairie. Champigny morcelé en deux, mais comme c'est le cas à Créteil, rien n'est joué. Le non-respect d'unité de ces deux villes n'a pas été digéré par le Conseil d'État. Il s'agit avec ce découpage électoral de partager notre ville en deux et de la rattacher à d'autres villes, alors que Champigny ne compte que 76 000 habitants et qu'il n'y a absolument aucune raison, sauf politicienne peut-être, de couper notre ville en deux. Ce découpage tel qu'il est fait bafoue la représentation, le suffrage universel, et c'est à cela que nous sommes attachés, et je le répète, bafoue l'intégrité de la ville. Coup de ciseau sur Nogent-sur-Marne, un découpage qui pousse Roland Negesser à conquérir un nouveau territoire. Une nouvelle circonscription est taillée entièrement dans mon ancienne circonscription, mais de façon telle que si je veux rester député de ma ville de Nogent-sur-Marne, je dois quitter ma circonscription. Ma ville est la partie qu'on a retirée de mon ancienne circonscription avec un canton de Champigny qui maintenant sont regroupés avec deux autres cantons, celui de Joinville-le-Pont et le canton de Saint-Maur. Aujourd'hui, le Val-de-Marne rassemble 1 250 000 personnes. Jusqu'à présent, 8 députés représentaient ce département à l'Assemblée nationale. Ils seront 12 en mars 1991. Alors rendez-vous au prochain découpage. Dans 4 jours, on votera à Toulouse et dans le département de la Haute-Garonne, selon le mode de scrutin proportionnel pour élire les députés. Alors d'ici dimanche, nous évoquerons la situation de tous les candidats. Ce soir, ceux de gauche, ils sont plusieurs. Lionel Jospin doit ainsi compter sur les candidatures communistes, radicales de gauche et socialistes dissidentes. Reportage Rachid Arabe, Pierre Le Petit. Oui, on y arrivera. C'est vrai, Lionel Jospin a encore des progrès à faire en patois au Garonnais. Mais pour prouver qu'il n'est pas complètement parachuté, le premier secrétaire du PS se plaît à dire, avec un demi-sourire, qu'il a fait son cours préparatoire dans cette école, à 100 km de Toulouse, chez ses grands-parents. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Garonne. Et Lionel Jospin a dû littéralement sillonner la région toulousaine pour apprendre le terrain. Plus de 10 000 km parcourus en 2 mois de campagne. Si le look dynamique, presque bodysien de Lionel Jospin plaît aux jeunes socialistes de Haute-Garonne, la tâche est plus difficile face aux anciens, ceux qui ne comprennent pas que l'on veuille remplacer les députés du Cru par un homme d'appareil venu de Paris. S'il y a un risque, eh bien, qu'on admette que je ne cherche pas le confort, que j'ai un certain panache, mais je crois en même temps que, à la façon dont je suis accueilli ici par les hommes et femmes de Haute-Garonne, je pense que c'est un risque raisonnable. En tout cas, c'est le beau risque de la démocratie. Un des risques que court Lionel Jospin, c'est de ne pas faire un meilleur score que les socialistes locaux élus en mars dernier. Au pays de Jean Jaurès, la tradition radicale peut aussi être un handicap pour le candidat socialiste. D'autant plus qu'Henri Delassus, qui mène la liste émergée, a décidé de faire cavalier seul. C'est à Toulouse que se rôde la nouvelle politique d'autonomie des radicaux de gauche face au Parti socialiste. Nouvelle politique, nouvelle image de marque. Le MRG réunit les journalistes dans une boîte de nuit, histoire de leur expliquer que les radicaux ne font pas le jeu de la droite, contrairement aux apparences. Quand les radicaux se présentent, la gauche est plus forte. Quand les radicaux sont absents, la gauche perd la majorité, comme ça a été le cas pour la première fois depuis 50 ans en Haute-Garonne le 16 mars dernier. Cavalier seul également pour Gérard Routeur, ex-député socialiste entré en dissidence bien avant la venue de Lionel Jospin.
Ce socialiste solitaire peut prendre quelques voix à son ancien chef. J'estime que c'est une erreur de la part du Parti Socialiste. Il n'avait pas besoin de M. Jospin. M. Jospin, à mon avis, est venu sauver le siège de Paris qu'il perdra dans 18 mois. Il est venu le sauver ici. Étonnante l'affiche du PC, le nom de Dominique Baudis y apparaît en beaucoup plus grand que celui du candidat communiste. Beaucoup comprennent ce que nous avons voulu dire. Nous disons, Baudis c'est les autres et après. Oui, et après quoi? Ça fait 30 années que dans ce département, Baudis et les autres détiennent les principaux postes de responsabilité. Alors nous disons, s'il y avait un communiste, ah oui, là ce serait quelque chose de nouveau. Tous les ténors parisiens sont venus soutenir René Piquet. Preuve que cette élection est considérée comme un test national, même si personne ici ne le dit clairement. Le ministre de la Justice a donné quelques indications sur son budget pour l'année prochaine, 1987. Les efforts budgétaires iront en priorité pour moderniser le système pénitentiaire. M. Chalandon annonçait qu'il lançait un programme d'urgence de 5000 places de prison, dont 900 d'ici la fin de l'année. Il y aura 1250 créations d'emplois, mais les effectifs de l'éducation surveillée seront en diminution. Et puis le ministre de la Justice a fait une mise au point concernant son action annoncée hier contre la drogue. La liberté de chacun sera respectée. L'usager sera présenté devant le juge qui lui laissera le choix entre se soigner ou se faire condamner. C'est la mise au point du ministre de la Justice. Pour lutter contre la drogue à l'école, Mme Alliot-Marie, secrétaire d'État à l'enseignement, a annoncé le renfort des surveillances dans les écoles, le développement des contrôles médicaux et l'information des enseignants et des enfants. Cet après-midi, à Paris, au forum du magazine L'Expansion, le ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin, a montré tout son tempérament. Il a répondu vivement à ceux qui l'accusent de précariser la situation des jeunes avec les petits boulots, ainsi qu'à son collègue, Édouard Balladur, trop optimiste dans ses prévisions. Alors que moi, quand je regarde les perspectives à terme, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que ça n'est pas l'économie. À 18 mois, je ne m'aventure pas sur le moyen terme ni le long terme. Moi, j'ai une espérance de vie, dans le meilleur des cas, de l'ordre de 18 mois. Et je répète, dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a des circonstances qui me dépassent, et puis des circonstances qui ont peut-être trait à ma personne aussi. Bon, 18 mois. Bon, moi je me dis, est-ce qu'en 18 mois, les 3 millions, etc., ça va pouvoir être résorbé du fait des mesures que nous prenons. Je me dis que selon toute vraisemblance, les créations nettes d'emplois ne suffiront pas, ne seront certainement pas à la hauteur de la demande d'emploi. Alors moi, je ne suis pas le ministre de l'économie et des finances, moi je suis le ministre de l'emploi. En d'autres termes, je suis le ministre du chômage. Et moi, mon problème, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'abord le moins possible de gens qui soient dans cette situation-là et de faire en sorte que leur situation s'améliore. Donc on peut dire, Gérard, il y a nuance entre les deux ministres. Balladur-Séguin, ce n'est pas l'unisson. Cela a commencé avec les déclarations de Philippe Séguin au journal Le Monde cet été. Le ministre du Travail expliquait qu'il y aurait un nombre incompressible de 2 500 000 chômeurs si on ne faisait rien. Et il lançait l'idée des nouveaux gisements d'emploi, ce qu'on a appelé ensuite les petits boulots. À plusieurs reprises, le ministre de l'économie, Édouard Balladur, s'est montré plus optimiste pour l'évolution de l'emploi. Hier encore, il nous disait qu'il est lui-même loin des prévisions catastrophiques et il ajoutait « rien n'est pire que la résignation ». Cet après-midi, réponse indirecte de Philippe Séguin, « la résignation ne m'a jamais tenté ». Mais lui, il reprend des prévisions de l'INSEE qui annoncent 400 000 chômeurs de plus l'an prochain. Et sur les moyens budgétaires, on sent nettement qu'il trouve insuffisamment de soutien, par exemple pour les petits boulots. Alors, querelle classique entre un ministre qui compte et un ministre qui dépense, ça va sans doute plus loin. Les deux hommes sont très différents l'un de l'autre. Ce sont les deux plus fortes personnalités du gouvernement. À l'évidence, il y a dans la majorité une forme de cohabitation interne qui peut un jour poser problème. Sport, pour ses débuts en championnat du monde de volleyball, l'équipe de France a joué très sérieusement contre le Venezuela. Les Français ont dominé leurs adversaires, 3-7-0. C'est un bon début. Commentaire Patrick Montel. Moins d'une heure de jeu, 45 points marqués contre 9 seulement encaissés. L'équipe de France n'a pas manqué son entrée devant le Venezuela. Une victoire en 3-7 face à des Vénézuéliens maillot blanc, bien empruntés tant dans le secteur défensif qu'offensif. La preuve, cette combinaison naïve qui va faire le bonheur des attaquants français. Sans adversité, l'équipe de France en a donc profité pour faire le spectacle. Une attaque aux 3 mètres signée Laurent Tilly. Ou encore une passe tendue d'une main d'Alain Fabiani. Mais contre la Chine, ce sera sans doute beaucoup plus serré.
la Chine, là tous les championnats du monde commencent parce que la Chine c'est une valeur sûre et il faudra les battre. En sport automobile, Porsche continuera avec McLaren et Ferrari a engagé l'Autrichien Berger pour le championnat du monde 87. Football, championnat de France de première division, Marseille reçoit Saint-Etienne, PSG reçoit Rennes ce soir. C'est la 11e journée de ce championnat 86. Alors avec Dominique Leglou, nous allons faire un bilan provisoire, les surprises, les déceptions et la fréquentation des spectateurs. Philippe Desmet, il est belge, flamand et joue à Lille. Ok. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire 6 buts. 6 plus 1 égale 7 avec celui marqué contre l'Olympique de Marseille. Desmet est le meilleur buteur du championnat de France et Marseille, la bonne surprise. C'est vrai, on attendait un peu au tournant le triumvirat Tapie, Banil, Hidalgo. Pour l'instant, force est de reconnaître que ça marche pour l'OM. Invaincu depuis le début de saison, meilleure attaque avec 16 buts. La politique de star de Tapie, c'est donc une réussite. Celle de Jean-Luc Lagardère, pour l'instant, un échec. Le Racing est 17e et n'a gagné que 3 matchs. Le Racing, c'est l'exception, car les deux autres grosses écuries, Bordeaux et PSG, sont aussi au sommet. 3e pour le PSG, premier ex-aequo pour Bordeaux. Le public, pour l'instant, il suit. 250 000 spectateurs en plus sur 10 matchs. Mais attention, l'an dernier, Bastia joue en Division 1 et n'attirait que peu de spectateurs, 2000 en moyenne, alors que l'OM, cette année, en attire 38 000. La hausse provient donc uniquement du phénomène marseillais. Elle est donc fragile. Comme est fragile la valeur du football national, exemple les Coupes d'Europe. On disait le championnat français aussi fort que celui d'Italie. Or après le premier tour des Coupes d'Europe, le bilan est plutôt défavorable. Une équipe sur 5 est sûre d'être qualifiée. 5 buts ont été marqués et 8 encaissés par les clubs français. Sur les 6 équipes italiennes engagées, 6 l'ont emporté. 17 buts pour, 0 contre. Ainsi, le Torino a battu Nantes 4-0 à Nantes. Et si les clubs italiens ont attiré beaucoup de spectateurs, 45 000 en moyenne, 75 000 par exemple à Naples, les clubs français n'ont attiré que peu de spectateurs, 13 500 seulement. L'absence du public, voilà donc sans doute ce qui constitue l'handicap essentiel des clubs français. Dans quelques minutes, sur Antenne 2, en direct de la Sorbonne, un grand échiquier exceptionnel. Jacques Sancel. Claude Sérillon, je vous entends très bien, comme on dirait dans d'autres émissions. Bonsoir Jacques. Ce soir, vous avez décidé de faire l'union entre des artistes et des chercheurs, des savants. Oui, je crois d'abord que c'est une bonne chose que de faire se rencontrer et la musique et la science, et j'espère que ce soir, nous allons y arriver. D'abord parce que c'est une grande cause. Il s'agit du conseil Pasteur-Weizmann. Vous savez, ce sont 2 grands temples de la science. Ce sont des endroits où vraiment des chercheurs travaillent d'arrache-pied pendant des années, et comme je le disais tout à l'heure, on parle souvent de beaucoup de gens, et ces savants, ces chercheurs sont, bon, c'est un peu leur rôle, sont trop souvent anonymes. Alors, cette soirée est organisée ici, en direct de la Sorbonne. Il fallait à la science un endroit comme celui-là, avec l'orchestre symphonique de Jérusalem, et qui est aussi l'orchestre de la radio et de la télévision, et puis l'orchestre de Norvège, et puis alors, vraiment énormément d'invités. J'espère que tous ceux qui sont là avec vous, Claude Sérillon, nous feront l'amitié de nous suivre. Et parmi nos invités, Yves Montand, j'ai voulu pour vous, Claude, qu'il soit près de moi. Merci Jacques. On vous retrouve dans quelques minutes après ce journal pour un grand échiquier exceptionnel en direct de la Sorbonne. À tout à l'heure, merci. Je voudrais vous recommander ce guide qui vient de paraître. C'est le guide de la ligne bleue, guide Tout savoir, tout dire avec la ligne bleue 86. La ligne bleue, c'est une association créée par Nadia Gomez pour tous ceux qui ont des proches atteints par le cancer ou tous ceux qui ont des gens de leur famille atteints par le cancer. Alors si vous voulez maîtriser cette maladie, si vous voulez aussi aider des malades ou des personnes qui ont pu s'en sortir, je vous recommande ce guide Tout savoir, tout dire, la ligne bleue 86. Cinéma, à partir d'aujourd'hui sur les écrans, le nouveau film de Bertrand Tavernier, Autour de minuit. L'histoire d'un jeune homme dans les années 40 qui se prend d'amitié pour un jazzman noir américain. Le film dure plus de 2 heures avec beaucoup de musique composée par Herbie Hancock. L'équipe du film s'est retrouvée au célèbre Petit Journal de Montparnasse, un club de jazz. Voyez le reportage de Nicole Cornu-Langlois et Yves Breu. Pour cette fête du jazz, Herbie Hancock était au piano. Il est compositeur, arrangeur et acteur dans ce film dédié à Bud Powell et Lester Young et qui est un acte d'amour pour le jazz, mais surtout pour ses musiciens.
C'est un film que j'ai fait, en effet, avec l'amour pour ces gens-là et avec une certaine forme de colère parce que ils ont été plutôt oubliés par le cinéma américain. Et j'avais envie de réparer un peu cette injustice parce que c'est les gens qui m'ont inspiré beaucoup de choses dans mon adolescence, qui m'ont donné envie de faire du cinéma, peut-être de créer, et le goût de la liberté aussi. À la fin des années 50, c'est l'amitié intense entre Bud Powell, interprété par l'admirable Dexter Gordon, et un jeune admirateur passionné qui est à l'origine de ce film. Ça m'a donné le meilleur de ma vie. C'est une curieuse chimie dans ma vie, le jazz. Je l'ai toujours écouté dans tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai eu le bonheur de pouvoir travailler chez moi, puisque j'étais dessinateur, comme le personnage du film. Et cette musique a imprégné complètement ma vie, c'est une sorte d'oxygène. Et quand l'interprète rencontre le modèle, c'est l'émotion. Dans ton regard, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont vraiment bouleversé. Je crois que le public le sent bien, ça. En tout cas, si tu as vu un truc, c'était la mission que j'avais, c'est-à-dire comment aimer Bud Powell, comment aimer Lester Young, comment aimer Dexter, puisque c'était Dexter en tant que figure humaine qui était en face de moi. Mais Dexter disait tout le temps, comment j'ai du mal à jouer pour ce film, parce qu'il faut que je pense à Bud, il faut que je pense à Lester. Donc il en avait plein à jouer. Et moi aussi j'en avais plein. C'est-à-dire j'avais Francis, j'avais ma vie, parce qu'une vie elle se calque sur un artiste. Ce fut le cas de toute une équipe liée pendant 3 mois de tournage par la passion du jazz. Le jazz est une musique très éclectique parce qu'elle emprunte à des musiques et à des périodes très différentes. Ce qui me paraît le plus attractif, c'est qu'elle s'enrichit constamment, qu'elle assimile d'autres genres. C'est une musique vraiment vivante. Et ce film apporte aussi un renouveau dans les liens étroits et étranges entre l'Europe et le jazz. Sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte, incarté demain jeudi, voici les pronostics de Pierre Adbresse. Je vous propose de jouer le 16 Rugby, le 21 Barry Window, le 2 Magic Crystal, le 10 Grilleux, le 5 Partner, le 19 Coup de Maître, le 17 Hour Recitation et le 20 Towson. Et puis Laurent Boussier vous propose de jouer Equinox. Absolument, demain ce sera l'équinoxe, ce qui veut dire que la nuit qui vient et la journée de demain auront exactement la même longueur, 12 heures exactement chacune. C'est une situation qui n'arrive que 2 fois par an, une situation qui est vraie en France et qui est vraie sur l'ensemble de la planète. Regardez, voici la Terre, ça n'arrive que 2 fois par an quand l'axe de rotation de la Terre est perpendiculaire au Soleil. En ce moment, nous sommes à l'équinoxe d'automne, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant et pour 6 mois, le Soleil sera plus longtemps présent sur l'hémisphère sud que sur l'hémisphère nord. C'est la raison même des saisons. En France, c'est l'automne, alors on regarde la photo satellite prise cet après-midi par Météosat. La voilà qui arrive avec une magnifique dépression centrée sur le massif central et puis des nuages qui s'entournent autour de cette dépression, des nuages qui étaient aujourd'hui sur toute la France, on les voit très bien, mais qui heureusement auront tendance à se diriger vers le sud demain, ce qui libère quelques éclaircies pour la moitié nord de la France. Regardez la carte du temps prévu pour demain avec sur toutes les régions situées au sud de la Loire, peut-être à l'exception de la région du Poitou-Charentes, mais partout au sud de la Loire, un temps très gris, couvert, nuageux avec de la pluie et même des orages, des ondées orageuses plus présentes sur le massif central et sur les Alpes, avec quand même quelques éclaircies sur le Languedoc et sur la basse vallée du Rhône, ça uniquement grâce au Mistral et à la Tramontane. Sur la moitié nord, en revanche, des éclaircies plus belles sur la Normandie, sur la Picardie et sur le Nord-Pas-de-Calais, des éclaircies qui dans l'après-midi deviendront extrêmement agréables. Côté température, peu de changements, pratiquement identiques à celles d'aujourd'hui, de 16 à 18 degrés sur la moitié nord avec 18 degrés à Paris et de 19 degrés du côté de Tours jusqu'à 25 degrés du côté de Marseille. Vous voyez, peu ou pas de changement. Notre agenda pour terminer comme tous les soirs, demain sera donc le jeudi 25 septembre, le soleil se lèvera à 7h42, se couchera à 19h42, vous voyez exactement 12 heures, 3 minutes de soleil en moins, ce sera la Saint-Hermann, nous fêterons les Hermann. Après le grand échiquier à 23h30, Philippe Arroir vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. À demain 20h, bonsoir, merci.